Notre invitée Manon Aubry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Députée européenne, la France Insoumise, coprésidente du groupe de la gauche unitaire européenne. Vous êtes la seule Française, ou Français d'ailleurs, qui préside un groupe au Parlement européen. On avait enterré pendant longtemps la France Insoumise en disant qu'elle n'avait aucun rôle à jouer en Europe. Et c'est vrai que c'est une fierté d'essayer d'unir cette famille politique qui compte des membres dans différents pays européens et d'essayer de créer une alternative à l'Europe d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne. Tiens, à ce propos, est-ce que nous aurons un commissaire européen français ou une commissaire européenne française? Vous avez entendu parler de ça ou... C'est une obligation, chaque pays a un commissaire, on sait toujours Laurence pas. Parly, nous dit-on, ministre de la Défense aujourd'hui. Il y a plusieurs bruits qui circulent. Vous avez entendu J'ai entendu Laurence Parly, on entend... Florence Parly. Florence Parly, pardon. On ne sait pas encore. D'ailleurs, la France est un des seuls pays pour lesquels on n'a pas encore le nom de manière définitive pour la future Commission européenne. On sait aussi que la France aura probablement Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne. On l'auditionne d'ailleurs dès la semaine prochaine au Parlement européen. Vous êtes satisfaite qu'une Française dirige la BCE? Vous savez, c'est pas la nationalité qui compte. Moi, j'aurais préféré que ce soit n'importe qui de n'importe quelle autre nationalité, mais qui dessine une politique monétaire en faveur des peuples européens. Et je crois que Christine Lagarde a été très bonne dans les mots à la tête du Fonds monétaire international, mais a fait la démonstration ces dernières années que la politique menée par le FMI n'était pas en faveur d'une politique de relance économique, plutôt étranglée à la gorge un certain nombre de pays, notamment de pays en développement, en leur demandant des sacrifices en termes fiscaux, par exemple. Donc voilà, à suivre. Mais on sera, je pense, demain les premiers opposants à la politique monétaire européenne. C'est important, la monnaie, parce que ça paraît super loin, mais la monnaie, ça sert aussi à reprendre le contrôle politique sur la monnaie pour investir, par exemple, dans la transition écologique. Bien, à propos de transition écologique, parlons de la forêt amazonienne qui brûle, le G7 qui débloque 20 millions de dollars. Le Brésil dit non. Vous comprenez ce refus ? Je crois que Bolsonaro est un peu dans une attitude de pyromane au sens propre comme au sens figuré. Après, il ne faut pas être dupe sur ces 20 millions. C'est une bonne chose pour essayer d'aider le Brésil. Mais c'est un peu comme si on essayait d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Et que il vaut mieux 20 millions que rien. Bien sûr. Il faut essayer au plus vite d'éteindre ces incendies. Que vous soyez opposé à tout. Mais... Non. Mais écoutez-moi bien. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur la question des incendies au Brésil et pour toute la forêt amazonienne, il faut questionner notre responsabilité, y compris de la France, de l'Union européenne, dans la déforestation. Mais Emmanuel Macron l'a reconnu hier soir. Il n'était pas tout à fait à l'aise avec le mot responsabilité. Il a parlé de complicité. Bon, on peut jouer sur les mots, mais en attendant, aucune décision de la part de l'Union européenne, de la part du G7, pour stopper par exemple l'importation de soja, qui est une des premières causes de la déforestation au Brésil. Soja transgénique. Et de la production de viande de bœuf aussi. Et donc on pourrait imaginer, je sais pas, des sanctions commerciales à l'égard du Brésil, sachant que... Vous demandez des sanctions commerciales à l'égard du Brésil? Oui. En une année, la déforestation a augmenté de 80% sous la présidence de Jair Bolsonaro. Et vous voyez, d'un côté, pendant ce G7, on condamne par les mots c'est terrible, ces incendies, etc. Mais en réalité, la déforestation, ceux qui sont responsables, c'est aussi ces grandes entreprises multinationales qui vont investir. Nous poursuivons ceux qui pratiquent la déforestation, dit le gouvernement brésilien. L'ambassadeur le disait ce matin chez nous. Vous ne le croyez pas? En leur déroulant un tapis rouge? Vous ne le croyez pas? En leur déroulant un tapis rouge? Les faits parlent d'eux-mêmes. Malheureusement, plus de 80% de déforestation. Et pire, ce G7, là, on va peut-être en parler, mais ce G7, il a de nouveau déroulé le tapis rouge à ces entreprises multinationales, non seulement en ne pointant pas leurs responsabilités, mais en plus en leur disant faisons des initiatives volontaires avec vous, formidable, continuez, circulez, il n'y a rien à voir. Mais sérieusement, c'est comme ça qu'on va régler l'urgence climatique. Manon Aubry, la déforestation, conséquence aussi de la déforestation pratiquée par le Brésil, le nom de Macron au Mercosur, pour l'instant, la suspension de cet accord. En l'état. Vous approuvez? J'imagine que vous approuvez. En l'état. Alors d'abord, il faut dire, il faut se satisfaire de chaque pas. Et donc moi, je me satisfais de ce pas, se dire que c'est peut-être le résultat de la mobilisation aussi, de la société civile, des agriculteurs, du tollé qu'a suscité le vote de l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA cet été. Des agriculteurs productivistes français que vous dénoncez parfois. Qu'on dénonce parfois et qu'on veut accompagner à faire la transition écologique, bien sûr.
sûr. Bon. Et donc pour finir sur cet accord de libre-échange, le Mercosur, très bien monsieur Macron. Alors déjà il a fallu un an pour vous apercevoir que d'accord, mais très bien. faire un deal avec Bolsonaro serait peut-être une mauvaise idée, donc j'ai un peu des doutes sur la sincérité. Et puis il dit en l'état. Donc il faudrait être extrêmement vigilant parce que le risque, le danger, c'est qu'il négocie une petite mini-clause environnementale. Il dit très bien, regardez, j'ai réussi à obtenir ce mini-truc-là. Et puis au final, cet accord, il soit signé. On sait qu'il a aussi un énorme soutien, notamment de la part de l'Allemagne, parce que cet accord du Mercosur, c'est un peu je te vends mon bœuf et puis moi je te donne mes voitures. Et c'est continuer ce grand déménagement du monde. On sait qu'il est climaticide. Et donc j'en appelle aussi Emmanuel Macron à un peu de cohérence. Si vous pensez que l'accord de libre-échange avec le Mercosur est mauvais pour la planète, alors soyez cohérents, dites la même chose pour l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, mais aussi tous les autres accords qu'on va voir passer là au Parlement européen, celui avec le Vietnam, celui avec le Japon qu'on a déjà vu passer, et repensons notre politique commerciale pour enfin cesser ce grand déménagement du monde qui a un impact négatif sur la planète. Manon Aubry, est-ce que vous êtes une femme, comment avez-vous jusqu'à preuve du contraire, oui. Comment avez-vous réagi aux attaques peu élégantes du gouvernement Bolsonaro et de Bolsonaro lui-même à l'encontre de Brigitte Macron? Elles sont peu élégantes et là-dessus, j'ai aucun souci à dire ma solidarité avec Brigitte Macron. Je pense que la politique et les enjeux de notre temps, la lutte contre les inégalités, la lutte contre le changement climatique, méritent un peu mieux que ces enfantillages. Enfantillage, c'est le mot ou... Oui, franchement, on a des dirigeants de la planète, on a les 7 personnes les plus puissantes du monde qui s'enferment dans un bunker, qui décident de l'avenir de 7 milliards d'habitants. Un bunker, n'exagérons rien. Un bunker entouré par 13 000 policiers, moi j'appelle ça un bunker. Personne ne peut les approcher. On enferme les observateurs des droits de l'homme qui sont là pour suivre la manière dont ça se déroule. Moi j'appelle ça bunker. On les arrête. On les arrête. Oui. L'observateur de la Ligue des droits de l'homme, l'observateur d'Amnesty International, tous les deux arrêtés dimanche. Les associations qui décident d'annuler une manifestation parce qu'elles estiment on est en dictature, que les conditions... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'estime qu'il y a des attaques à l'état de droit et que ce G7 s'est déroulé dans des conditions qui sont pas optimum, y compris pour l'expression d'un monde alternatif. Parce que ce contre G7, c'était aussi ça qu'il voulait affirmer. Que comprenez-vous de cette proximité entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Franchement, Manon Aubry. C'est clair qu'il y a un nouveau Big Love qui est sorti de ce G7. Tout le monde a essayé de se caresser dans le sens du poil et moi, ce que j'en comprends, c'est les résultats politiques. Et quand on regarde de très près, d'ailleurs, moi j'entends tous les éditorialistes politiques qui nous disent depuis hier, formidable victoire de Macron à ce G7. Concrètement... Est-ce qu'il est réussi d'ailleurs Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi son G7? J'ai imprimé, je suis sûr que les auditeurs auront l'occasion de le voir. Déclaration des chefs d'État et de gouvernement. C'est la déclaration finale. Mais il n'y a pas pratiquement de déclaration. Il y a une déclaration finale, mais elle est succincte. C'est la définition du vide abyssal. Le thème officiel de ce G7, c'était la lutte contre les inégalités. Rien. Aucun résultat. Le mot n'y est pas. L'urgence climatique, on en parle beaucoup ces derniers jours, pas une seule fois le mot climat, pas de remise en cause des accords de libre-échange et au contraire, ils accélèrent le libre-échange, ils nous disent le G7 est attaché à un commerce mondial ouvert et juste et à la stabilité de l'économie mondiale. Bref, continuez comme avant, il n'y a rien à voir. Aucune décision. Et donc on nous dit ce G7 est formidable. Et sur l'Iran, par exemple, il y a des avancées. Vous êtes d'accord? Sur l'Iran, le fait qu'il y a un dialogue qui se réengage... Emmanuel Macron a eu raison de faire venir le ministre iranien. Il a raison d'engager un dialogue. Il a raison d'engager un dialogue. De se poser comme celui qui va faciliter peut-être il a raison d'engager un dialogue entre Téhéran moi, et ce qui Washington. m'inquiète, c'est qu'il a ouvert la porte à un nouvel accord. Il a ouvert la porte à un nouvel accord et ça, c'est donner raison à Donald Trump parce que c'est remettre en cause l'accord de 2015 qui prévoit la dénucléarisation de l'Iran. Et ça m'inquiète. On va voir ce que vont donner les prochains mois, les prochaines années de négociation. Les participants du G7 ont réaffirmé leur opposition à l'arme nucléaire iranienne. Évidemment que tout le monde y est opposé. Mais si on ouvre la porte à un nouvel accord, alors même que l'agence internationale reconnaît que l'Iran respecte ses responsabilités en la matière. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la France a retrouvé sa place dans ce qu'on appelle le concert international? J'aime pas trop ce mot, mais franchement, à l'occasion de ce G7. Est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi son G7? Moi, je vous le dis, non. D'un point de vue politique, des faits. Mais je vous demande, Jean-Jacques Bourdin, concrètement... Je ne vais pas me prononcer. Non, mais quelle décision, de manière objective, quelle décision
décision politique ressort. Est-ce qu'on met fin aux 100 milliards de subventions aux énergies fossiles qui polluent la planète? Non. Est-ce qu'on met fin aux accords de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde? Non. Est-ce qu'on met en place un grand projet de lutte contre les inégalités au niveau international en dénonçant y compris les politiques fiscales régressives comme en France? Si vous voulez, ils se sont attaqués aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés. C'est un petit peu comme comme si on avait demandé à Monsanto de s'occuper de la lutte contre les pesticides. Et donc, le résultat politique, il est vide, il est néant. Moi, j'aimerais vous dire que super, ce G7 a pris des décisions pour l'avenir du monde, que ces 7-là, pour l'avenir des 7 milliards d'habitants, pour nos enfants, pour la planète, pour le climat, eh bien oui, il y a des décisions ambitieuses qui sont prises. Mais je crois que ça a fait la démonstration du fait que le G7 soit pas le cadre pertinent. Est-ce que la France peut toute seule imposer ses choix en Europe, dans le monde? Regardez l'Allemagne qui veut absolument un accord commercial avec les États-Unis, la France s'y oppose. Est-ce que là encore, vous êtes sur la ligne Macron? Je vais vous donner un exemple très concret. Je ne veux pas défendre Macron, mais je veux pas, sûrement pas, mais Manon Aubry, est-ce que la France a raison de s'opposer à l'Allemagne sur cet éventuel accord commercial avec les États-Unis? Mais là aussi, je vous le dis, pour revenir sur le Mercosur, le gouvernement a changé d'avis en un mois et il dit bien, on s'y oppose en l'état. Donc moi, je sais que les négociations avec le Mercosur vont durer un certain temps et on verra si à la fin il s'y oppose véritablement. Et puis, qu'est-ce que peut faire la France toute seule? Je vais vous donner un seul exemple. Un seul exemple. Sur la fiscalité. C'est ce que je vous disais. Sur la fiscalité. Que pouvez-vous faire tout seul? Je vous donne un exemple. Que peut-on faire tout seul? Sur la fiscalité, on nous dit, ok, formidable, on abandonne la taxe GAFA, au passage quand même, et puis on l'abandonne à un hypothétique accord au niveau international quand même. Au niveau de l'OCDE. Au niveau de l'OCDE, et puis si jamais la taxe est inférieure, eh bien on vous rembourse. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a déjà prévu de rembourser les entreprises, sous-entendu, la taxe va être encore plus faible. Il y a des chances que la taxe soit encore plus faible, alors qu'elle est déjà extrêmement dérisoire. Et donc, que peut faire la France pour finir là-dessus? La France, elle peut changer complètement les règles d'imposition des grandes entreprises multinationales. Tous les économistes le défendent. Gabriel Zucman, qui est un économiste de renommée aux États-Unis, Thomas Piketty le disent. Repenser l'impôt sur les sociétés, calculer l'activité économique réelle des entreprises. Se dire Google, Amazon, on regarde leurs ventes publicitaires, leur nombre d'employés, leur activité réelle en France et on leur dit, bah voilà, vous devez être imposé à tel niveau. Et que va faire Google? Elle va quitter la France. Nous, au quotidien, on va plus servir de Google sur nos recherches. On sait très bien qu'ils vont rester en France. Et c'est repenser l'impôt pour l'adapter à l'économie du 21e siècle. Et ça, il faut un peu de courage politique. Et il faudrait bien qu'Emmanuel Macron... Vous combattez le multilatéralisme, on est bien d'accord. Non, je pense que le non, il faut pas se tromper. Alors, pas de caricature. Ouais. Donc, le multilatéralisme est un outil qui permet d'aller plus loin. Mais quand le multilatéralisme ne fonctionne pas, alors il faut montrer la voie. Alors il faut montrer que en matière de lutte contre le changement climatique, nous on peut faire le 100% d'énergie renouvelable. Nous on peut arrêter les subventions aux énergies fossiles. Nous on peut avoir une politique fiscale progressive. Nous on peut repenser l'impôt sur les sociétés. Oui. Si personne ne veut le faire avec nous, on peut le faire seul. Mais vous savez, sur les enjeux climatiques, on est sur les enjeux climatiques aussi. Les gens vont nous suivre, les autres pays vont nous suivre. Sur les enjeux climatiques aussi. Bien sûr qu'on peut montrer la voie. 100% d'énergie renouvelable, par exemple. Il suffit d'investir massivement dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, etc. C'est un investissement à faire qui par ailleurs créera de l'emploi, donc c'est plutôt positif pour l'économie française. Et supprimer des vols aériens, supprimer l'utilisation de la voiture dans certaines conditions. En offrant des alternatives, bien sûr, en offrant des alternatives, supprimer les vols aériens comme ça a été proposé par François Ruffin à l'Assemblée nationale. Pour les distances pour lesquelles il existe des alternatives. Bref, on regorge de solutions. Franchement, est-ce que c'est pas plus enthousiasmant comme projet de société que de faire le 100% d'énergie renouvelable, offrir ces alternatives, arrêter les subventions aux énergies fossiles et protéger notre économie plutôt que de continuer à détruire la planète comme ils le font depuis toutes ces années? Je trouve que c'est un projet de société qui devrait un peu et qui soulève d'ailleurs les jeunes de notre pays qui vont se mobiliser encore pendant le mois de septembre. Et je trouve que c'est ce qui aurait de quoi nous emmener vers des jours un peu plus heureux. Le climat soulève les jeunes de notre pays, mais pas vous, la France Insoumise. Pourquoi? Bien sûr. Vous ne soulevez pas grand monde, vu les derniers résultats. Non, mais Manon Aubry, je vous dis ça parce que il y a cette initiative de François Ruffin qui souhaite, qui lance un appel à une alliance entre insoumis et écologistes.
Vous soutenez cette idée? François Ruffin, il a parlé d'une fédération populaire écologique. Oui, il a raison. Une fédération populaire écologique. Un front populaire écologique. Front populaire écologique. Oui. Ce qui reprend l'idée qu'avait déjà proposé Jean-Luc Mélenchon par ailleurs de fédération populaire. Je crois qu'aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, la fédération populaire, oui, non. Non, il l'a jamais dit derrière lui. Vous savez, les élections présidentielles sont dans longtemps. Faisons la démonstration qu'on est capable de dépasser nos formations politiques respectives. Et de changer de candidat, oui, pour dépasser vos. Peu importe. Franchement, 2022, c'est dans. Non, mais c'est dans longtemps. D'accord. Évidemment, il faudra se poser la question. On est un régime présidentiel. À la fin, il faut voter pour un homme ou pour une femme. Mais tout vous sépare. Vous êtes souverainiste. Je pense pas que tout nous sépare d'Europe Écologie Les Verts. On a des désaccords. Vous êtes souverainiste. Non, moi je me considère pas. Pas vous, mais beaucoup à la France Insoumise. Vous le savez bien. On défend un protectionnisme solidaire. Protectionnisme. C'est vrai. Bon, d'accord. C'est vrai. Protectionnisme solidaire. Un État fort. Vous défendez un État fort. Oui. Si on veut redistribuer les richesses, il faut taxer les plus riches. Vous êtes jacobin. On est bien d'accord. Les écologistes, eux, sont fédéralistes. Grande différence avec vous. Ils sont girondins, ils sont libertaires, vous le savez bien. Rien à voir avec la France Insoumise. Pardon, Manon Aubry. On a des points d'accord et des points de désaccord avec Europe Écologie Les Verts, et ce n'est pas nouveau. La campagne pour les élections européennes, par ailleurs, a permis de l'exposer. On a d'abord des points d'accord nombreux contre les accords de libre-échange. On va se mobiliser ensemble au Parlement européen. En tant que moi, présidente de groupe, je vais discuter avec les Verts pour faire en sorte qu'on ait une coalition la plus large possible. Et on se parle au quotidien. On a aussi des points de désaccord et des ambiguïtés qu'Europe Écologie Les Verts doit lever. Leur rapport vis-à-vis du libéralisme économique. Je pense à Yannick Jadot notamment. La possibilité de faire des accords avec la droite dans le cadre des élections municipales. Oui, on a des points de désaccord et je pense que c'est ça en démocratie qu'on en discute. Non mais ce sont des petits points de désaccord. Le fond du problème, c'est qu'ils sont fédéralistes et que vous n'êtes pas du tout fédéraliste. Attendez. L'Union européenne fait partie de nos points de désaccord. Nous pensons qu'on ne peut pas solder la dette climatique dans le cadre des traités européens actuels qui nous empêchent d'investir massivement dans les énergies renouvelables, qui nous empêchent de faire une politique de relance et qu'il faut poser de nouvelles règles. Mais vous savez, moi je pense que, et j'espère qu'ils s'apercevront aussi que ces règles fixent des limites et qu'on pourra ensemble proposer peut-être à l'avenir de nouvelles règles européennes. Mais on a des désaccords et je ne vais pas vous dire aujourd'hui on s'est battu l'un contre l'autre pendant les élections européennes et du jour au lendemain après les élections kiss love love, on est d'accord sur tout. Mais on a des points d'accord et des points de désaccord. La défense du climat est incompatible avec le capitalisme ou pas? Est incompatible avec la recherche effrénée du profit qui place le profit devant. Je vous parle du capitalisme. Du capitalisme économique, oui. Oui. Mais tel qu'il existe aujourd'hui, c'est quoi le capitalisme? Parce qu'il faut aussi bien s'entendre. C'est quoi le capitalisme? C'est l'objectif, c'est d'enrichir via le marché, donc on laisse aux mains du marché le pouvoir de décider, un petit nombre d'acteurs, à savoir, on l'a vu, les derniers chiffres l'attestent, nouveau record de dividendes versés aux actionnaires. D'ailleurs, la France, Cocorico, est un des seuls pays dans lesquels le versement de dividendes aux actionnaires augmente. Plus de 3%. Plus 3%, en effet, alors que ça baisse plutôt, notamment dans les autres pays de l'Union européenne. Et c'est le champion d'Europe. Et donc, le capitalisme effréné, c'est chercher au maximum à maximiser les profits et pour ça, on continue à détruire la planète. Bon, il y a ce capitalisme financier que vous dénoncez, à juste raison ou à tort, c'est votre choix. Mais il y a aussi un autre capitalisme, le capitalisme productif dans le domaine écologique, par exemple, ou environnemental. Le nombre d'entreprises qui sont en train d'être créées ici ou là, je dis bien d'entreprises, et qui sont des entreprises capitalistes, mais qui aident à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les nombreuses entreprises qui se créent et qui aident à la lutte contre le changement climatique, il y a notamment des SCOP. Les SCOP, c'est un modèle d'entreprise différent qui vise à partager le bénéfice. Donc vous encouragez cette création de capital, cette création de profit. On a toujours défendu une économie mixte. Qu'est-ce qu'on entend? Il ne faut pas mettre fin aux entreprises. Je ne veux pas que ma position soit caricaturée. On ne dit pas que c'est la fin des entreprises. On dit que l'État doit intervenir pour fixer des règles. Pour défendre le climat. Le profit est utile. Est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est réinvesti? 2/3 des bénéfices des entreprises du CAC 40 sont reversés aux actionnaires. Je ne vous parle pas des entreprises du CAC 40. C'est quand même le gros tissu de l'économie aussi. Je vous pose la question. Est-ce que vous comprenez qu'on fasse du profit au profit
justement, de la défense de notre environnement. Moi, je pense que investir massivement dans les énergies renouvelables, au début, c'est pas forcément profitable. Et que oui, si on laisse juste aux mains du marché... Il est difficile pour vous de dire que la défense de l'environnement est aussi compatible avec le profit. Le problème, c'est que si on joue non, mais là, vous voulez jouer à la roulette russe avec le climat. Je vous pose la question. Si vous soumettez le climat aux logiques de profit, oui, je vous le dis, si vous soumettez le climat aux logiques de profit, c'est des entreprises qui continuent à investir dans les énergies fossiles et qui détruisent la planète. C'est des entreprises qui continuent à produire à l'autre bout de la planète des marchandises qui peuvent être produites ici en France et en Europe. Résultat, le trafic de marchandises sur cargo est multiplié par 3. La création d'entreprises en France justement pour défendre notre environnement et notre climat. Et d'entreprises en France, ça veut dire protéger notre économie, ça veut dire mettre des barrières douanières aux frontières. Et ça, c'est le pouvoir de l'Union européenne. Ce qui vous sépare des écologistes. Non, les barrières douanières aux frontières, le protectionnisme solidaire, moi j'espère qu'ils vont défendre la même chose. Vous savez, ils s'opposent comme nous au traité de libre-échange. Le climat, c'est un combat mondial. C'est un climat mondial. Combat enfermé dans des frontières. Franchement, lutter pour le climat. Lutter pour le climat, c'est faire en sorte qu'on arrête à des produits de faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre caddie. Si vous êtes au supermarché et que vous achetez des trucs qui sont passés par la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil, vous imaginez la pollution qui est induite ? Moi, je préfère que j'achète des fraises qui ont été produites juste à côté de chez moi. Pour ça, il faut réorienter la politique agricole commune. Je préfère acheter des produits qui ont été faits made in France. Ouais, j'assume. J'assume parce que je pense que c'est la seule manière aujourd'hui, avec la relocalisation de la production, de protéger notre planète parce qu'il y a urgence. Et les scientifiques l'ont redit cet été. Il y a eu un nouveau rapport des experts des Nations Unies. Et donc, voilà, c'est un enjeu majeur et ça nécessite maintenant un changement radical de politique. 8h55, merci Manon Aubry, Merci. RMC et BFM TV.